Dans cette vidéo, nous revenons sur le diagramme des phases de l'eau, très utile pour comprendre les changements de phase qui s'opèrent lors du cycle de l'eau. Ces phases de l'eau expliquent en partie deux flux majeurs que nous allons étudier, les précipitations et l'évaporation. Très classiquement, et à juste titre, le diagramme de phase de l'eau est souvent présenté pour illustrer l'existence de l'eau sur Terre sous ses trois états classiques, solide, la glace, liquide, et enfin le gaz, la vapeur d'eau. On rencontre ce diagramme en échelle linéaire ou en échelle semi-log. Ce diagramme nous indique les phases stables de l'eau en fonction des conditions de température et de pression. Quelques points remarquables peuvent être représentés sur ce diagramme. Le point triple, qui indique les conditions de pression et de température pour lesquelles les trois phases coexistent à l'état stable. Le point critique, pour lequel on ne distingue plus les phases liquides et solides. Et le point d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique standard. Faisons un zoom à des conditions de température et de pression que l'on rencontre sur les surfaces continentales terrestres et en basse atmosphère. À la surface de la Terre, la pression est la pression atmosphérique, de 1 bar, soit 10 puissance 5 pascal. À cette pression, et pour des températures terrestres comprises classiquement entre moins 50 et plus 50 degrés Celsius, le diagramme nous indique que seuls les états liquides et solides sont rencontrés. N'y a-t-il donc pas de vapeur d'eau à la surface de la Terre ? La buée sur les vitres ou sur les lunettes froides n'est-elle pas liée à la condensation de vapeur d'eau ? Et la pluie ne provient-elle pas de la condensation de vapeur d'eau ? Le linge ne sèche-t-il pas à des températures inférieures à 100 degrés Celsius ? L'explication est simple. Les états stables représentés sur le diagramme correspondent à des états atteints lorsque l'eau est l'unique constituant du système. Si on s'intéresse à l'air ambiant, il est constitué principalement d'azote et d'oxygène. La pression de la vapeur d'eau constitue donc une partie très petite de la pression atmosphérique. C'est pourquoi on parle de pression partielle. Et pour connaître l'état d'équilibre de l'eau, il faut déterminer en amont cette pression partielle, déterminer la température et reporter ce point sur le diagramme des phases. Pour comprendre cette notion de pression partielle, intéressons-nous au changement de phase liquide-gaz, c'est-à-dire à l'évaporation. Prenons par exemple l'expérience de l'eau douce à température ambiante que l'on met dans un récipient. Si on attend suffisamment longtemps, le niveau dans le récipient va baisser, et cette baisse sera d'autant plus importante que la température ambiante sera importante, même si on reste bien en dessous de 100 degrés Celsius. Que se passe-t-il alors ? Apparemment, rien de plus calme que ce volume d'eau. Mais les apparences sont trompeuses. En fait, les particules liquides sont en mouvement. Et bien que liées les unes aux autres, chaque particule a sa propre trajectoire et ses caractéristiques de vitesse et de direction. Et donc une énergie qui lui est propre et qui est directement liée à sa vitesse. Ces mouvements entraînent des chocs avec les parois du récipient, autrement dit une pression. Prenons une particule dont la vitesse est un peu supérieure à l'ensemble. Si la force d'inertie de cette particule, directement liée à sa vitesse propre, devient supérieure aux forces de liaison avec les autres particules, la particule pourra quitter la phase liquide et rejoindre la phase gazeuse. D'un point de vue énergétique, le liquide perd l'énergie de la particule, donc du point de vue du système composé par l'eau liquide, l'évaporation a consommé de l'énergie. Par ailleurs, la vitesse des particules liquides est directement liée à la température du liquide. Ainsi, si l'on vient chauffer l'eau, les vitesses des particules liquides augmentent et la probabilité de passer en phase gazeuse aussi. Modifions maintenant légèrement les dispositifs précédents en fermant le récipient et en mesurant la pression du gaz compris dans le récipient. Si l'air compris au-dessus de l'eau liquide est sec, la pression mesurée est la pression exercée par les gaz constituant l'air sec, diazote et dioxygène. La présence de particules d'eau sous forme de vapeur dans l'espace au-dessus du liquide va modifier la pression en l'augmentant à mesure que de plus en plus de particules rejoignent la phase gazeuse. Il est important de noter que même dans des situations favorables à l'évaporation, une partie des particules de vapeur d'eau peut rejoindre la phase liquide. Ainsi, le flux d'évaporation entre deux instants correspond à la différence entre la quantité de particules liquides ayant rejoint la phase gazeuse et la quantité de particules de vapeur ayant rejoint la phase liquide. Donc un flux d'évaporation nul ne veut pas dire aucun transfert de particules entre les deux phases. On parle alors d'équilibre dynamique. D'un point de vue énergétique, une particule de vapeur rejoignant la phase liquide va augmenter l'énergie de l'eau liquide. Ainsi, à l'inverse de l'évaporation,
La condensation libère de l'énergie. Cet espace confiné au-dessus de l'eau liquide ne peut contenir qu'une quantité finie de vapeur d'eau. Autrement dit, la pression partielle de vapeur ne peut dépasser une limite, appelée pression de vapeur saturante de l'eau. À cette pression, on dit que l'air est saturé en eau. L'humidité relative de l'air est 100% et on est à l'équilibre dynamique double entre la phase gazeuse et la phase liquide. Revenons sur le diagramme des phases de l'eau et considérons une température ambiante de 18 degrés Celsius inchangée au cours de l'expérience. Au début de l'expérience, la pression partielle de vapeur est nulle. L'état stable de l'eau est gazeux. Il y a donc vaporisation. À mesure que l'eau s'évapore, la pression de vapeur augmente jusqu'à atteindre éventuellement la pression de vapeur saturante. À ce stade, nous sommes à l'équilibre des phases liquides et gazeuses. Et il y a coexistence stable de l'eau sous ces deux phases. On note que pour cette température de 18 degrés Celsius, la valeur de la pression de vapeur saturante est de 20,6 hectopascales, 50 fois moins que la pression atmosphérique. Ainsi, à 18 degrés Celsius, un air saturé en humidité contient en volume environ 2% de vapeur d'eau et 98% d'air sec composé de diazote, oxygène, etc. À une température donnée, le ratio entre la pression partielle de vapeur et la pression de vapeur saturante de l'eau donne le taux d'humidité. Un taux d'humidité de 60% signifie donc que la masse d'air en question ne contient que 60% de sa capacité maximale en vapeur d'eau. La pression de vapeur saturante étant une fonction croissante de la température, de l'air chaud à 60% d'humidité relative contient plus de vapeur d'eau que de l'air froid à 60% d'humidité relative. Ainsi, si la température augmente, l'air pourra incorporer plus de vapeur et si la température diminue, cette capacité maximale diminue. Et si la quantité initiale était au-dessus de cette capacité, il y a nécessairement passage en phase liquide, c'est-à-dire condensation. Si le linge peut sécher, ce n'est pas par ébullition de l'eau, mais par évaporation de cette eau dans une atmosphère non saturée et de volume important. L'atmosphère peut donc incorporer la petite quantité d'eau initialement liquide sous forme de vapeur, sans se saturer en vapeur d'eau.